Merci d'être là pour cet esprit d'entreprendre qui n'est pas dans nos murs. Habituellement, une fois par mois, au Cercle des dirigeants d'entreprise, nous avons une soirée Esprit d'entreprendre qui est sous cette formule avec une conférence d'une demi-heure environ. Et ensuite, quelques pitchs de dirigeants qui vont vous faire partager leur entreprise, leur projet, leur bonheur d'être dirigeant. Est-ce que Prima veut nous dire quelque chose? Bonsoir Elisa, bonsoir à tous. Ce soir, Sébastien Kuling va nous parler éthique et monde connecté. Et plus particulièrement son intervention portera sur éthique, confiance et collaboration. La 4e révolution industrielle est profondément humaine. Nous aurons ensuite les traditionnels pitchs de nos membres. Nous terminerons enfin par un apéritif de réseautage. Bonne soirée et excellents échanges à tous. Elle a décidé désormais de me voler la vedette. Je vous demande d'applaudir Sébastien Kulik. Merci beaucoup. C'est très agréable d'être dans un petit comité pour parler d'un sujet aussi vaste et complexe que la digitalisation. J'ai volontairement voulu que le titre soit en porte-à-faux avec le nom de l'organisation, puisque Digital Switzerland laisse à présager que nous allons parler de technologie et de révolution 4.0 uniquement, mais je voulais qu'on parle aussi, et c'est peut-être aussi la raison dans la deuxième partie sur les questions-réponses, sur les valeurs fondamentalement humaines que sont l'éthique, la confiance et la collaboration, qui sont des éléments essentiels pour réussir cette révolution industrielle. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce qu'on fait, je peux poser la question de manière très, très simple. Combien d'entre vous avez un smartphone avec vous aujourd'hui ? Donc, on n'est pas loin du 100%, si ce n'est même plus que 100%. La pénétration de smartphones en Suisse a passé de 10% à 90% en moins de 7 ans. Donc, ça montre effectivement la vitesse à laquelle le processus de démocratisation et d'utilisation des smartphones s'est fait en Suisse. Il faut savoir aussi qu'on passe plus de temps devant un écran que dans son lit. Et ça peut faire peur, mais ça incite aussi à penser qu'on pourra difficilement faire beaucoup plus que ça en termes de connexion et de connectivité avec nos interfaces actuelles. Et donc, ça m'amène à cette approche de dire que la 4e révolution industrielle nous fait nous poser des questions importantes. Alors, comme vous le voyez, effectivement, il y a eu 3 révolutions précédentes. Aujourd'hui, la 3e révolution industrielle a été la révolution de l'information, la technologie de l'information, et on en voit aujourd'hui les conséquences. Et contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien est encore, peut-être, je dirais, les dernières, étapes de la 3e révolution industrielle. Celle du fait où vous passez autant de temps devant un écran montre à quel point la technologie a pris le dessus sur nos besoins fondamentaux, relationnels, nos besoins fondamentaux d'échanger entre humains. Et donc, en fait, nos interfaces, les réseaux sociaux, la manière de collaborer, la manière de travailler a été dominée par la technologie. Et la 4e, aujourd'hui, si elle veut avoir sa place dans notre société, on doit quand même rester en lead, il faut que l'humain reprenne sa place et que la technologie soit pas au centre, mais au service de l'être humain. Et donc, ces questions sont fondamentales. C'est des questions qu'on se pose, je pense, peut-être pas assez, puisque on continue à penser que la digitalisation sera en fait des écrans iPad dans toutes les écoles, seront des robots qui vont, comme aujourd'hui, gentiment parler à notre place. Il y a effectivement dans la digitalisation un élément qui est peut-être essentiel et qui permet justement de se dire que tout est en train de remettre en question, c'est l'horizontalité de l'information. Si on prend l'histoire, l'information a toujours été le pouvoir. Et effectivement, au temps du clergé, au temps du Moyen-Âge, seuls effectivement l'Église, seuls les plus érudits avaient l'information et par définition le pouvoir. Aujourd'hui, grâce aux technologies actuelles, cette information s'est horizontalisée, que ce soit en relation avec votre médecin, que ce soit en relation dans les classes d'école. Et donc, par définition, le pouvoir s'est aussi réparti. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire finalement quels sont les éléments essentiels qu'on peut utiliser à travers cette révolution industrielle pour justement remettre l'humain au centre.
Et l'autre élément qui est très intéressant de comprendre, c'est que c'est la première fois depuis l'histoire de la révolution industrielle qu'il n'aura pas la possibilité pour une génération de mourir avec la précédente révolution. On est obligé de passer par cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Suisses? Alors, je vais vous donner peut-être 2-3 statistiques qui peuvent être intéressantes de replacer aussi la Suisse dans un contexte international. Là, c'est un premier index qu'on appelle le Global Entrepreneurship Index, qui mesure la capacité d'un pays à créer des entrepreneurs, et les 6 pitchs que nous aurons après cette présentation vont aussi le montrer. Il y a une dynamique autour de l'entrepreneurship en Suisse qui est très positive. On était 8e en 2016, on est passé au 2e rang devant les États-Unis en 2017, et on a confirmé ce 2e rang en 2018. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a créé un écosystème qui permet aux startups et à l'ensemble, disons, de l'innovation d'éclore et d'avoir une place supérieure à ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Le deuxième classement que nous utilisons, qui est intéressant, c'est celui du World Economic Forum, qui calcule la compétitivité internationale. Et là, c'est la capacité d'un pays à transformer ses outils de production en prospérité. La Suisse, par son écosystème, par sa politique, par disons, sa manière de gérer les ressources, est effectivement en tête de ce classement, ce qui montre encore une fois qu'on ne fait pas tout faux. Le troisième classement, celui-là, il calcule la capacité d'innover, en particulier la capacité de créer de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, qui est un sujet intéressant, puisqu'on parle d'open innovation, on parle de mettre tout à plat, et donc cette question-là revient aussi à qui appartient l'innovation dans un modèle d'open source. Toujours est-il que la Suisse, effectivement, est aussi en tête. Il faut savoir que il y a un biais dans la manière de calculer, puisque l'entier des pharma, Nestlé aussi, consolide leur innovation sur terre helvétique, même si effectivement elle a été développée dans d'autres pays. Mais encore une fois, nous sommes en tête de ce classement. Le dernier, qui est, disons, plus intéressant pour nous, c'est la capacité d'un pays à se transformer à travers cette transformation numérique, révolution numérique. Et donc là, on était 8e en 2017, on a passé au 5e rang en 2015, donc ça c'est une bonne nouvelle. Un des facteurs sur lequel on est pas les meilleurs, et vous voyez en fait en tête, il y a les États-Unis, Singapour et les pays nordiques, entre autres la Suède et le Danemark. On a une résistance naturelle au changement, ça c'est très humain, naturel parce que quand on sent pas le feu, parce qu'on n'a pas de raison de changer, on reste sur notre statu quo. Et c'est vrai que la Suisse, par son chômage bas, par de nouveau sa politique et son export relativement régulier, aujourd'hui ne sont pas à la même urgence que d'autres pays à se transformer. Si vous prenez l'Estonie, l'Estonie a par exemple mis en place un système d'e-government durant ces 5 dernières années. Ils sont aujourd'hui plus ou moins en tête au niveau mondial. Ils arrivent en fait à amener cette transformation numérique au quotidien dans l'ensemble des secteurs d'activité privés et publics. Alors évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'on veut avoir en Suisse, mais ça montre que d'autres pays sont capables de devenir des concurrents potentiels pour des nouveaux emplois, pour justement utiliser les ressources que nous avons dans le monde, qui sont limitées, comme on le sait, qu'elles soient financières, humaines ou naturelles. Alors pourquoi Digital Switzerland? Eh bien justement, le nom l'explique, peut-être pas, mais l'idée est partie en 2015. Marc Valder, l'actuel CEO de Ringier, la presse étant parmi les premiers à être touchés par cette révolution industrielle, a réuni une quinzaine de personnalités suisses et a créé Digital Zurich sur 2 questions. La première, il a demandé, il y avait entre autres, et ça a toujours été, et ça qui est intéressant, un partenariat privé-public. Il a mis en contact la ville de Zurich, le canton de Zurich, il y avait Swisscom, il y avait Ringier, il y avait les CFF, et il leur a dit, est-ce que votre entreprise va être, disons, modifiée par le cours de cette révolution industrielle? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes d'accord de fonder une association qui défend nos intérêts et qui en même temps permet de développer une activité en commun? Et donc Digital Switzerland, enfin c'était Digital Zurich, qui est devenu rapidement Digital Switzerland une année plus tard, qui aujourd'hui, on est parti avec 15 membres, et aujourd'hui on en a plus de 130. Et alors ces membres, vous les connaissez tous, c'est des privés, des grands groupes, des PME, c'est des publics, le canton de Genève, le canton de Vaud, le canton du Valais, de Fribourg, on a environ 8 cantons, on a des organisations non gouvernementales comme le CICR, le World Economic Forum, et on a également des académiques. Et donc on est la seule plateforme qui aujourd'hui rassemble l'ensemble de ces acteurs, les forces vives du pays, et qui ont la même idée de transformer ensemble, et j'insiste sur le mot ensemble, le pays dans cette direction numérique. Alors, quels sont les avantages d'une telle transformation? C'est qu'on est un peu comme un catalyseur. On n'est pas là pour se substituer à l'existant, on n'est pas là pour remplacer aucune de nos organisations qui sont nos membres.
mais on est là pour faire travailler ensemble ces organisations et créer des alliances. Et là, j'insiste de nouveau sur ce point, c'est de nouveau la collaboration ou la co-élaboration qui est essentielle dans ce monde numérique. Sachant que par définition, aujourd'hui, on ne sait pas vers où on va, et la seule chose qu'on sait, c'est qu'on doit y aller ensemble. Alors, on est un peu, de nouveau, comme le catalyseur, c'est une définition peut-être chimique du terme, nous sommes en fait l'énergie d'activation pour que la réaction se passe. Et donc, comment est-ce qu'on agit? On a décidé d'avoir 4 thèmes sur lesquels, effectivement, on a une action. Le premier, c'est dans le domaine de la fintech et des crypto-monnaies. On a une vraie valeur ajoutée en Suisse. Le deuxième, c'est dans tout ce qui est life science et food. Le troisième, les infrastructures, que ce soit la mobilité, l'énergie, les smart cities, la télécommunication. Et le quatrième, toutes les technologies. Et dans les technologies, ça soit effectivement la robotique fine, la robotique de précision, dont la Suisse est vraiment leader dans le monde, et ce qu'on appelle les enablers, les facilitateurs, donc les technologies comme la blockchain, les technologies comme l'Internet des objets, la réalité virtuelle, ou encore effectivement les systèmes connectés. Alors voilà en fait les 4 thèmes sur lesquels on agit. Donc on appelle ça les verticaux. Et puis le slide d'après est un slide qui met encore en évidence des verticaux, mais en fait on les appelle les horizontaux, mais ils sont plus faciles à présenter sous cette forme. La volonté de montrer qu'on a 6 thèmes, donc une approche très holistique de notre approche. La première, c'est une approche politique. Il est essentiel d'impliquer les politiques, qu'elles soient cantonales ou fédérales, et d'impliquer les leaders pour améliorer les lois, pour améliorer le système législatif, pour être en ligne avec ce qu'ont besoin, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les investisseurs, que ce soit le citoyen. Et là, on a 7 thèmes en particulier, que ce soit dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé, et on crée des liens, on demande à nos membres de venir avec un point spécifique sur chacun de ces thèmes. Ces informations sont remontées, et là, de nouveau, on a à la fois une approche top-down, donc une approche coordonnée qui vient de notre part, et une approche bottom-up qui vient de nos membres. Et ça, j'insiste de nouveau, c'est une façon d'ajouter de la valeur et d'écouter la base. Nous ne sommes pas compétents pour remplacer ce que nos membres savent, mais par contre, nos membres ont des compétences spécifiques et il faut les mettre à disposition de la communauté. Donc voilà ce qu'on appelle le Digital Action Plan. On a aussi créé, vous avez peut-être entendu, c'était dans la presse ces dernières semaines, les Digital Shapers. C'est un classement qui classifie les 100 Suisses, qu'ils soient d'ailleurs basés en Suisse ou à l'étranger, qui permettent à la Suisse d'avancer, qui ont la volonté de permettre à la Suisse d'avancer plus vite dans le domaine de la numérisation. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est éducation et formation. L'ensemble de cette transformation numérique impose une formation de base et une formation complémentaire. Et là, j'insiste sur 2 piliers. Il y a la formation technique, la formation pour comprendre, et là c'est peut-être une façon très je dirais, simple de le dire, c'est Pierre Maudet qui le dit et je le reprends avec plaisir, de dire il faut coder, apprendre à coder et apprendre à décoder. Apprendre à coder, ça veut dire apprendre un langage commun, apprendre à comprendre comment fonctionnent les machines. Et ça, c'est un élément essentiel puisqu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est connecté et donc il faut comprendre le langage sans être un informaticien de base, mais au moins avoir les connaissances similaires pour être capable de communiquer avec ses pairs. Et apprendre à décoder, parce que comme l'information est horizontale, il est essentiel pour chacun d'entre nous de savoir quelle information est pertinente de celle qui ne l'est pas. Fake news, entre autres, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Donc, de savoir quels sont les éléments, quelles sont les sources. Est-ce que c'est un élément, est-ce que c'est une information qui a une valeur ajoutée pour l'écosystème ou au contraire une information destructrice. Donc, de nouveau, apprendre à avoir un libre arbitre et avoir une capacité d'analyse. Ça, voilà les 2 éléments au niveau de l'éducation. Un autre élément, adapte les PME. Est un sujet important. Vous savez que les PME représentent 5% c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, 95% des places de travail en Suisse. Les PME sont aujourd'hui peut-être celles qui ont le plus qui ont le plus grand danger de cette transformation numérique, parce que simplement, par où commencer, par quels sont les éléments. J'entends d'ailleurs sous forme d'un peu d'humour, de dire des patrons de PME qui me disent c'est bon, je suis digital, j'ai mis un CRM pour gérer mes clients, un ERP pour gérer ma base logistique, et puis j'imprime plus mes emails. Alors, effectivement, c'est une boutade, mais effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que cette partie-là, c'est la 3e révolution industrielle. Ça reste, en fait, cette révolution de l'information. La 4e, elle permet la communication entre les bases de données, elle permet de repenser son modèle d'affaires en fonction des technologies utilisées, et donc il est essentiel de permettre à ces PME de se transformer et de leur donner les moyens de le faire.
Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle c'est le Startup Enablement, c'est le support à l'innovation. Et là, l'innovation, elle se trouve évidemment soit dans les PME, elle se trouve aussi dans les startups. C'est de faire du matchmaking en des startups, en des idées qui viennent soit de Suisse, soit d'étrangers, et qui sont en contact avec l'écosystème. Donc, on a deux types d'activités. L'une qui s'appelle Market Entry Com, c'est pour des startups étrangères qui viennent en Suisse et qui puissent ensuite, disons, avoir un écosystème suisse qui leur permet de se développer. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le scale-up, c'est pour permettre à des startups suisses qui ont déjà effectivement un produit d'avoir du capital croissant, ce qui est un élément important dans cet écosystème. Et puis ensuite, on a justement ce qu'on appelle les corporate enablement, c'est ces challenges. Et ça, c'est ce qu'on appelle les alliances improbables. La volonté de créer des liens entre des partenaires qui n'imaginaient même pas qu'ils auraient raison d'en avoir ensemble. Je peux vous donner des exemples concrets, comme par exemple dans le domaine de la santé digitale. Aujourd'hui, un des maux dont la Suisse souffre, c'est l'hypertension. C'est un mal silencieux, puisqu'environ 20 à 25% d'entre nous en souffrent sans le savoir. Et donc, comment permettre à nos citoyens de mesurer l'hypertension de manière simple, rapide, fiable et bon marché? Et là, on a mis autour d'une table 40 partenaires, universités, EPFL, ETH, hôpitaux, les cantons, des startups. Et ensemble, ils ont réussi à trouver une manière de mesurer votre hypertension à travers votre caméra de smartphone. Aujourd'hui, on a lancé un test en grandeur nature avec 100 000 citoyens qui se prêtent à l'exercice et qui permettra effectivement de mettre en évidence certains points, sans évidemment remplacer le contact et puis le rendez-vous médical, mais au moins d'informer le citoyen et ensuite qu'il puisse aller lui-même consulter. Un autre élément de collaboration important, aujourd'hui pour créer une société en Suisse, il faut environ 30 jours. Il faut savoir qu'en Estonie ou ailleurs, vous le faites déjà en 1 heure ou un peu plus. Donc la Suisse a pris un peu de retard. Donc comment améliorer cet élément-là? On a mis autour d'une table IBM, EY, Swisscom et puis les registres du commerce de Genève, Zurich et Zug. Et ensemble, ils ont redéfini tout le processus pour créer une société. Et à la place de prendre 30 jours, on a réussi à le faire en 1 heure et 37 minutes. Donc de nouveau, voilà des éléments concrets, simples, qui permettent à la Suisse de donner, si on veut, d'être de nouveau actif sur le monde digital. Le 5e pilier, c'est ce qu'on appelle le public dialogue. C'est la communication et la volonté de discuter avec le public, avec le grand public, pour être sûr que nous ne créons pas une scission dans le monde, en tout cas en Suisse, en sachant qu'on veut éviter un réflexe anti-globalisation, anti-numérisation, comme il y a eu un réflexe anti-globalisation. Et là, la volonté, c'est vraiment on crée le Digital Day qui aura lieu le 25 octobre dans toute la Suisse. Il y aura une activité spécialement à la gare de Genève le 25 octobre. Et la volonté ici de dialoguer avec le public, d'entendre sa voix, de comprendre quelles sont ses peurs et d'accompagner le changement. Et puis le dernier, c'est ce qu'on appelle la connectivité internationale, c'est la volonté de marketer la Suisse au niveau international. On sait aujourd'hui que la Suisse est connue pour son chocolat, ses montagnes, ses finances, sa finance. Et donc l'idée, c'est d'ajouter en plus à cette couche, disons déjà bien connue, une couche de technologie et de deep tech, sachant que la Suisse est spécialisée dans des technologies de pointe, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la robotique. Et donc, comme les ressources sont limitées, c'est vraiment la volonté de présenter la Suisse sous une forme plus technologique. Donc voilà, en fait, en quelques mots, quelles sont les grandes activités que l'on met en place. Et c'est vrai que c'est de nouveau le lien avec éthique, ces changements. Et là, je reprendrai peut-être une phrase de Rabelais qui l'a dit au XVIe siècle, donc c'est pas nouveau, qui disait que la science sans conscience n'était que ruine de l'âme. Cette question est toujours autant d'actualité. On se rend bien compte que dans ces avancées technologiques, le fait d'avoir des hommes et des femmes qui soient améliorés, qui soient, comment dire, des cyber-humains, est-ce que c'est une question éthique? Le fait de faire des manipulations génétiques aussi, ces éléments sont essentiels. Je n'ai pas les réponses à ces questions, mais je pense qu'il est essentiel que nous posions ces questions, que notre société se pose des questions pour savoir dans quel monde on veut évoluer, dans quel monde on accepte que la technologie soit à notre service et non pas le contraire, qu'on ne soit pas effectivement au service de la technologie. Donc c'est des éléments essentiels et je conclurai sur un élément qui me tient à cœur, c'est un proverbe africain qui dit que effectivement si vous allez seul, vous irez plus vite, mais si vous allez ensemble, vous irez plus loin. Et donc ça, c'est un des éléments sur lesquels on a envie que la Suisse et que le monde dans lequel on évolue ait ces éléments comme points et comme étoiles polaires pour nous diriger vers la bonne direction. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Stéphane. Quelques questions? Oui, bien sûr. Quelques questions?
y a 2 mains. Alors, je m'appelle Walter, j'ai fait des études en sciences politiques, je suis entrepreneur dans le digital, donc en fait j'ai trouvé votre conférence vraiment intéressante. Vous, en tant que... J'ai pas bien compris en fait votre rôle, votre profil en fait. Je trouvais assez divers et varié et je voulais avoir une précision par rapport à ça. Merci. De formation, je suis ingénieur. Ensuite, j'ai fait un complément de formation dans le domaine, enfin un master en management. Et puis après, j'ai encore fait une formation de coach. Donc c'est vrai que c'est assez varié. Et puis dans le cadre effectivement de professionnel, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé dans les startups. Donc j'ai aussi une approche, disons, à la fois qui comprend effectivement quels sont les besoins du monde, je dirais, privé. J'ai fait pas mal de politique aussi dans mes jeunes années. Donc effectivement, je suis un peu à l'interface de ces différents mondes qu'on fait communiquer. Et c'est là, je dirais, la valeur ajoutée de Digital Student et de la plateforme qu'on a vraiment et qu'on anime, c'est de dire, mais il y a un besoin d'authenticité, un besoin d'échanger sur des valeurs qui sont finalement très humaines. Et le défi de la révolution, de la 4e révolution, il n'est pas du tout technologique. La technologie va faire ce qu'on lui demande de faire. Il est vraiment humain. Il faut de nouveau que l'être humain soit capable de prendre le lead et d'être en charge de ce qui se passe. Et c'est pour ça que ces questions éthiques sont essentielles. On ne peut pas laisser, par exemple, des ingénieurs dans un bureau ou dans un SaaS développer des solutions sans que notre société se pose des bonnes questions. Ça, c'était la fin de la présentation. Se pose des bonnes questions. Est-ce que ça correspond à ce qu'on veut? Est-ce que ça correspond à notre morale? Est-ce que ça correspond à notre éthique? Et ça, c'est essentiel. Et dans un monde globalisé dans lequel on vit, où on échange avec des communautés et des cultures différentes, même si la morale est, je pense, partagée par tous, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas mentir, enfin, c'est la morale qui est universelle, l'éthique est très culturelle. Elle dépend d'une religion, elle dépend d'un pays, et ces éléments-là sont essentiels à comprendre. Il faut effectivement que l'éthique soit mise, je dirais, dans une discussion ouverte, et qu'on accepte effectivement qu'il y ait des échanges qui viennent de part et d'autre. C'est un peu une longue réponse, désolé. Merci beaucoup pour cette courte présentation qui, sur tous les silos, nous mériterait en tout cas plusieurs heures. J'ai une question qui, finalement, quand on voit les 125 membres déjà de la plateforme, c'est finalement quels sont les défis majeurs de faire cohabiter des acteurs qui ont peut-être pas forcément que des bonnes aspirations les unes envers les autres. On a vu Acteurs Coop et Migros, pour n'en citer que deux, sans froisser personne, j'espère, dans l'audience. On imagine la difficulté de faire cohabiter ces gens. Alors, quels sont les défis majeurs de cette plateforme ? Alors, c'est vrai que pour être membre de Digital Students, il y a une cotisation annuelle qui dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise et qui permet justement de financer les opérations. On est une quinzaine de personnes, on a 2 bureaux, un à Lausanne et un à Zurich. Donc on est 4 à Lausanne et 11 à Zurich. Et puis, le défi majeur, c'est que quand on demande, un de nos membres est intéressé ou un prospect est intéressé de rejoindre, on ne lui dit pas simplement, effectivement, la cotisation sera tant par année. On lui dit, il faut que vous mettiez à disposition des ressources. Et c'est ça un défi parce que payer pour une cotisation, à la limite pour une entreprise qui a effectivement un chiffre d'affaires et un revenu suffisant, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est des forces vives. Ça veut dire qu'on cherche des personnes qui s'engagent à titre individuel, à titre personnel, et qui nous disent « j'ai des compétences et je les mets à disposition de la communauté ». Et j'ai envie que, justement, on puisse travailler ensemble. Donc, le défi, il est là. Il est de permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir suffisamment de ressources et de comprendre l'intérêt à long terme, et ça j'insiste parce que de nouveau, si on prend les retours sur investissement, les quarterly earnings que recherchent les investisseurs, on n'aura pas ça dans notre organisation, on ne va pas leur donner ce qu'ils veulent pour ça. Donc ils sont obligés d'intégrer une dimension humaine, une dimension à long terme dans les choix qu'ils font pour venir et travailler ensemble dans cette communauté. Et ça, c'est pour nous un élément essentiel, ça montre encore une fois qu'on crée une culture commune, une culture de l'échange, une culture de la collaboration. Alors, selon la demande, je vais me présenter, Milan Despotovic. Ma question, c'est le monde de la banque, tel que je le connais. Je n'ai jamais ouvert un compte en 1 heure et 37 minutes. Pour ouvrir une nouvelle société en Suisse, on fait beaucoup de progrès. Donc, ma question, c'est de savoir si vous collaborez de manière active avec le monde bancaire, que ce soit les banques cantonales ou les 2 très grandes banques, voire même d'autres banques étrangères. Et quand est-ce qu'on sera capable d'avoir des vraies banques digitales, d'avoir des vraies ouvertures de comptes corporate en 1 heure et 37 minutes,
J'aimerais bien avoir vos impressions ou vos expériences, si vous pouvez les partager. Merci. Merci. Alors, effectivement, on a au sein de l'organisation une dizaine de banques, les 2 grandes banques suisses, UBS Crédit Suisse, on a la Raiffeisen, on a Pictet, on a BNP Paribas. Donc effectivement, on a des banques, je dirais, qui représentent le monde bancaire. Et ça, c'est là où votre question est pertinente, parce que moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas banquier, je n'ai jamais travaillé dans une banque, et je ne peux pas vous donner une réponse concrète. Par contre, et c'est ça l'intérêt, c'est que comme on a cette dynamique de challenge où on laisse la communauté arriver avec des idées spécifiques et concrètes. Et on a créé une plateforme avec aujourd'hui 300 personnes qui collaborent sur ce point-là. L'idée vient du monde spécialiste dans le domaine. Donc si vous venez avec, vous êtes membre de cette plateforme et vous voulez collaborer, vous venez avec votre idée. J'aimerais créer un compte bancaire en moins d'1 heure en Suisse. Et vous lancez un post. Aujourd'hui, les 300 personnes qui sont autour de cette communauté commentent, ajoutent des éléments, disent oui, c'est une bonne idée, je suis d'accord de partager mes connaissances pour le faire, les connaissances légales, les connaissances techniques. Et tout d'un coup, vous avez un projet qui naît comme ça et qui permet, et c'est comme ça que sont nés ces 2 projets, entre autres, dans le domaine de la santé digitale ou dans le domaine de la création d'entreprises, qui sont vraiment venus du bottom-up. Donc là, la communauté permet à chacun d'initier un projet. On vient d'en lancer un autre avec le canton du Valais qui voulait, par exemple, permettre à ces guides et à ces montagnards qui effectivement, l'ensemble des professions qui travaillent avec des patentes et des brevets qui soient reconnus automatiquement sans avoir besoin de passer par le bureau officiel de Sion et autres. Donc voilà, ils lancent un projet autour de la blockchain sur ce sujet. Donc tout est possible et c'est ça qui crée vraiment la dynamique de la plateforme, c'est que chacun peut venir avec une idée et chacun peut ensuite trouver, je dirais, l'écosystème et les partenaires pour que cette idée voit le jour. Arrêter là dans le sens où il faudra revenir au cercle intramuros pour continuer cette conférence qui est absolument passionnante. D'ici là, je vous demande un bel applaudissement pour Sébastien Koenig. Alors, la communication est toujours un vaste sujet. Il y a bien des façons de communiquer. Qui a le numéro 1? Alors, à vous. Sous vos applaudissements, Raphaël Farman, Jacques Gay. Parler de digital, mais nous allons vous parler d'humain. En effet, Raphaël et moi, Raphaël Farman donc, et Jacques Gay, nous sommes tous les deux conseils en prise de parole en public. Alors il se trouve que nous avons une double formation et une double carrière. Nous avons à la fois, sans se connaître par hasard, fait des études de droit et de sciences politiques, et au même moment, nous avons fait le Conservatoire national de Paris et l'École de l'Opéra Bastille en tant que chanteur d'opéra. Et donc nous sommes chanteurs d'opéra, comédiens et auteurs, et en même temps consultants dans les entreprises pour tout ce qui est prise de parole en public, média training, etc. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, un chanteur d'opéra ou une cantatrice dans une entreprise? Mais Raphaël va vous expliquer ça très vite. En fait, la problématique est la même, que vous soyez sur une scène pour faire un spectacle ou que vous soyez sur une scène, même si ça n'a pas toujours l'apparence d'une scène, ça peut être dans une réunion, dans une salle. À partir du moment où vous prenez la parole et vous avez un message à transmettre, quelle qu'il soit, artistique ou professionnel, la problématique est la même. C'est-à-dire, comment gérer le stress ? Et on a tous, et d'ailleurs c'est bon de l'avoir, un peu de trac avant de parler ou avant de chanter, et il est nécessaire d'en avoir un. Ça veut dire qu'on est conscient de sa responsabilité. Deuxièmement, il faut que son message passe de façon extrêmement claire. Il faut que ce que le public ou l'auditoire retienne soit ce que vous aviez envie de dire. Et on s'aperçoit souvent que les gens font soit des contresens, soit des digressions, c'est-à-dire ils partent bien, et puis après ils prennent des chemins de traverse, ils perdent tout le monde parce que eux, ils voient leur chemin, mais les gens ne comprennent pas la finalité. Ensuite, il faut continuer à capter l'attention de son auditoire sur le long terme, court, long ou moyen terme, avec des relances, avec une attention à l'autre. Faire attention à l'autre, c'est la chose qu'on enseigne le plus. Et enfin, il faut gérer les imprévus. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi, aussi bien sur scène, une colonne qui tombe, que quand vous êtes en train de prendre la parole, un micro qui se coupe, un PowerPoint qui ne marche pas. Si vous maîtrisez votre contenu, et on n'a pas le temps de développer comment le faire ici, si vous êtes en accord avec vous-même,
tout peut se passer, vous gérerez toujours la situation. Si vous vous mettez une armure factice, vous allez casser la figure au moindre grain de sable. Alors, avec Raphaël, nous intervenons dans tout type d'entreprise, c'est-à-dire à la fois dans la finance, dans le BTP, dans les services, dans les collectivités locales, mais également pour des particuliers, également pour des étudiants qui préparent par exemple des oraux très importants ou des entretiens d'embauche. Et alors notre particularité, et c'est là où je reviens à l'humain de Sébastien, c'est que notre particularité, c'est justement de travailler sur mesure. Et ça, c'est certainement notre obédience théâtrale qui veut ça. C'est-à-dire que vous pouvez jouer un rôle de théâtre, le même rôle, de 1000 façons différentes. Et c'est pour ça que vous avez un Depardieu qui fait très bien Cyrano, vous avez un Lucchini qui pourrait très bien le faire, et puis vous avez un Louis Jouvet qui pourrait très bien le faire également. Eh bien, c'est la même chose en entreprise. C'est la même chose quand on prend la parole. On peut dire le même message, avoir le même contenu, mais c'est notre personnalité et c'est notre naturel qui va être la valeur ajoutée de notre discours. Et là, justement, où l'humain intervient et doit intervenir, à notre avis, de plus en plus, enfin, nous, c'est ce que nous constatons en entreprise, c'est qu'aujourd'hui, la prise de parole est très souvent formatée. Et les formations à la prise de parole sont très souvent formatées. C'est peut-être une influence d'outre-Atlantique. Et je vais aller assez vite puisqu'il ne nous reste plus qu'une minute. Probablement, je vais me formater dans le timing. C'est-à-dire, un côté, ouvrez les mains, c'est signe d'empathie, souriez à votre auditoire même si vous annoncez un plan de licenciement. Enfin, tout ce qui peut être artificiel. Donc, nous luttons contre ça et nous faisons en sorte que les gens soient le plus confortables possible, à la fois dans leur personnalité, au service de leur contenu. Et ce sur-mesure, on l'applique aussi dans nos académies d'art, parce que non seulement nous sommes coachs à la prise de parole, mais nous avons aussi des académies dans lesquelles nous proposons à des amateurs de tous âges, de tous niveaux, de tous métiers, de faire un spectacle sur mesure, là encore, où chacun d'entre eux a un rôle. Ce ne sont pas un chœur, ce n'est pas une masse de gens, mais chacun, même dans des spectacles de 20 personnes, chacun a un rôle dans lequel il chante, il joue la comédie, il danse. Et cette manière aussi de travailler sert dans la vie quotidienne. Voilà, donc on espère pouvoir en 1 minute, 5 minutes vous avoir intéressé aussi bien à la prise de parole qu'au métier de l'art. Et notre entité de prise de parole s'appelle À vous de parler et notre entité artistique s'appelle la Comédie lyrique romande. J'ai juste un message pour Enza. Sache Enza que quand tu m'as fait ça, j'ai cru que tu étais tellement absorbé par mon discours que tu trouvais ça remarquable alors que ça voulait dire 1 minute. Donc pour les autres, à mon avis, voilà, sachez-le, quand elle fait ça, ça veut dire 1 minute et ça ne veut pas dire que vous êtes brillant. Merci. Cher Jacques, ça voulait dire les deux. Vous êtes brillant. Et il reste 1 minute. Qui a le numéro 2 ? Bien, bonsoir. Je vais peut-être faire un petit peu le son moi-même, parce qu'en principe, il y a une petite musique qui est assez sympathique qui va donc avec ce clip. D'abord, juste avant de commencer, remercier Enza qui me fait le plaisir de pouvoir vous parler quelques minutes ce soir. Je suis un peu un invité surprise parce que je n'étais pas forcément prévu, mais j'ai un tout petit peu l'habitude de faire ce type de présentation. Donc, vous le voyez. Sur ces images, c'est des chiffres qui sont assez parlants. Alors Direct News, c'est quoi ? C'est un digital média, donc on reste un petit peu dans le monde du digital. Peut-être juste vous dire avant cela que je sors des milieux au départ professionnels de tennis. J'ai été un joueur de tennis pendant une 30aine d'années. Joué sur le circuit, enseigné le tennis. Ensuite, je suis parti dans le journalisme. J'ai fait 20 ans à L'Aimant Bleu comme responsable des sports, 2 ans comme directeur général. J'ai également travaillé en radio, surtout dans le sport. Et aujourd'hui, on a un petit peu diversifié nos activités depuis qu'on a créé Direct News. Direct News, c'est un média qui existe depuis 2 ans. Alors, 2 ans, on était 2 au départ, on est 12 aujourd'hui, pas à plein temps, heureusement pour moi. Ce sont surtout des pigistes qui travaillent avec moi. Donc, le principal atout, avantage, la particularité plutôt de Direct News, c'est d'être un média où l'on travaille qu'en direct, on ne fait que du live. Donc chez nous, il n'y a aucun montage, il n'y a absolument pas de ce qu'on appelle post-production, ce qui souvent prend beaucoup de temps, coûte très cher
et enlève un peu le côté spontané, comme ça, le côté un peu naturel, le côté un peu proche des gens, finalement, que les gens, on s'en aperçoit tous les jours, apprécient. Donc nous, on a décidé de travailler qu'en live. Donc on travaille avec du matériel extrêmement léger. On travaille avec un iPhone, pratiquement comme vous avez tous, avec une application professionnelle qui s'appelle Switcher, qui nous permet de faire des réglages professionnels. Et en fait, on a moyen d'enregistrer et de diffuser